Bonjour à tous. Alors, suite à un problème de connexion d'une partie des personnes inscrites, nous allons attendre quelques minutes pour que la réunion puisse débuter. Normalement, tout va bien, mais j'ai reçu pas mal de mails de gens pour qui le code ne fonctionnait pas. Donc, je vous demande un tout petit peu de patience pour voir s'il y a un problème. On a renvoyé les adresses et les codes. Voilà, donc merci à vous d'être déjà connectés et nous allons pouvoir commencer rapidement. Je vois que les participants sont déjà connectés, les intervenants plutôt, et donc nous allons essayer de résoudre cela. Voilà. Je vois que le nombre de connectés augmente, donc le problème a dû être résolu. Voilà. Alors, donc bonjour, bonjour à tous. Nous allons laisser la parole à Olivier Zajec pour un petit mot. Est-ce qu'il est bien connecté? Oui, alors je le vois. Donc nous allons pouvoir démarrer d'ici une minute ou deux. Voilà, le nombre de participants augmente. Et donc, voilà, nous voyons Olivier Zajec en direct depuis Lyon 3, qui est ici parmi nous. Donc, bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la question de la création du commandement de l'espace et de ses enjeux opérationnels ainsi que de ses objectifs stratégiques. Je laisse tout de suite la parole à Olivier Zajec afin de pouvoir faire un petit mot d'introduction à cette conférence. Je vous écoute, Olivier. Bien, merci Anthony pour passer la parole à l'orée de Alors cette... Olivier, on ne vous entend pas? Oui. Ah. Est-ce que là, vous m'entendez? Non. Non, pas encore. Alors, attendez, je vais... microphone, haut-parleur. Oui, voilà, c'est bon. C'est bon? Oui. Vous m'entendez? Parfait. Oui. Très bien. Donc, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont rejoint donc, cette conférence. Merci d'abord en premier lieu aux deux intervenants. Cher Guilhem, nous connaissons depuis longtemps et on a déjà travaillé de nombreuses années avec la publication d'un livre dont vous étiez l'auteur, qui était excellent, déjà sur ces thématiques de manière pionnière. C'est en 2013, me semble-t-il, donc la préhistoire finalement de cette prise en compte de l'espace militaire, en tout cas au niveau institutionnel, aussi de manière aussi centrale, c'est le cas aujourd'hui en France et en Europe. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci également au commandement de l'espace. Merci beaucoup de votre participation à cette intervention à deux voix, qui va nous permettre de mieux comprendre les enjeux d'une problématique centrale pour la stratégie française et la stratégie européenne. Alors, je suis particulièrement heureux en tant que directeur de l'Institut d'études de stratégie et de défense de Lyon 3 de pouvoir dire un tout petit mot de bienvenue à chacun d'entre vous, intervenants et participants, puisqu'il y a peu de temps, l'Institut a été labellisé par le ministère des Armées dans le cadre du pacte enseignement supérieur, labellisé Centre national d'excellence défense. Il y a de très nombreuses personnes et de très nombreux scientifiques, universitaires qui travaillent sur ces questions-là. Cette labellisation, elle vient simplement sur un sujet de recherche, un projet de recherche qui est le nôtre et qui porte sur l'interconnexion des capacités stratégiques hautes, donc la puissance aérienne future, l'espace extra-atmosphérique, le nucléaire et la défense antimissile. Et le but, et cette conférence est là pour ça, pour commencer à explorer ces questions. Le but, c'est dans une manière, si vous voulez, multichamp, finalement, d'évaluer et de comprendre des transformations, pas seulement technologiques, mais plus profondément, des transformations politiques, opérationnelles,
qui sont liées au phénomène d'articulation entre ces quatre capacités structurantes et qui sont de plus en plus interconnectées. Et aujourd'hui, on n'a pas encore véritablement, on ne prend pas encore la mesure de tout ce que ça va transformer et finalement des nouvelles perspectives que ça va ouvrir politiquement et opérationnellement. Donc finalement, aujourd'hui, on va explorer, grâce à nos deux intervenants, cette question, commencer à l'explorer. Ça sera suivi d'autres conférences, de publications, de la part de militaires, de la part de civils, d'universitaires, d'experts. Et j'espère que ce champ va être traité de manière large et avec un grand public dans les années qui viennent. Voilà, en tout cas, c'est la mission que se fixe l'IESD de manière évidemment scientifique, de manière critique et de manière ouverte, avec ce point de convergence entre les civils et les militaires sur ces questions stratégiques. Merci donc à la DGRIS également de son accompagnement et de ce partenariat qui nous permet de nous projeter sur le temps long pour explorer ces sujets et puis aussi faire rayonner un peu la pensée française en matière d'études stratégiques sur ces questions-là. Je crois qu'il n'y a pas d'autonomie stratégique sans autonomie conceptuelle et ça commence par réfléchir ensemble à ces questions centrales. Merci à tous. Merci de votre attention et de votre écoute au long de cette conférence. Et encore une fois, merci aux intervenants. Anthony, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Olivier, pour cette remise en contexte de cette conférence dans le programme de recherche plus général de l'IESD. Quelques mots pour introduire cette conférence et des thèmes que nous allons traiter. Donc, la création d'un commandement spécialisé ou d'une branche à part entière consacrée à l'espace n'est pas une spécificité française et a pris place dans le sillage de la mise en place de la US Space Force en 2019 sur décision de Donald Trump. Nous reviendrons au cours de cette conférence sur les raisons de cette création et du format retenu, mais nous pouvons noter que ces créations, le commandement de l'espace et de l'US Space Force, ne sont pas isolées. Créées dès 1992, les troupes spatiales russes ont existé certes par intermittence, mais sont à présent solidement ancrées dans l'architecture institutionnelle des forces armées de la Fédération de Russie. Intéressante également, le regroupement en 2015 des forces cyber, spatiales et de guerre électronique de la Chine dans le cadre des grandes réformes chinoises de 2015 ayant abouti au premier livre blanc de l'APL, selon un format proche des doctrines multidomaines nous ayant particulièrement intéressés à l'IESD. Notons également la création en 2018 de l'Agence de défense spatiale indienne, ainsi que, depuis l'annonce française, celle d'un commandement de l'espace iranien, d'un escadron des opérations spéciales japonais et la réorientation d'une des plus prestigieuses unités britanniques, l'escadron numéro 23, vers des activités exclusivement spatiales. À contre-courant, le Brésil a quant à lui introduit un contrôle civil en 1994 sur un programme jusqu'alors entièrement dirigé par les militaires dans le contexte politique brésilien, mais les militaires conservent néanmoins un rôle central dans la politique spatiale de la Fédération brésilienne, mais dépendent en partie à présent de l'Agence spatiale brésilienne pour leur budget. On le voit donc, il existe une multiplicité des solutions organisationnelles venant répondre à des défis et des objectifs stratégiques variés. Il existe néanmoins une tendance à l'autonomisation des programmes militaires concernant les activités extra-atmosphériques dans un contexte d'arsenalisation et peut-être bientôt de militarisation de l'espace, à l'orée de l'exploitation commerciale de ce milieu qu'il est coutume de baptiser New Space. Que nous dit la solution retenue par le ministère des Armées sur la stratégie, les objectifs et les ambitions en matière d'espace de la France? Quelles sont les transformations à attendre de ce nouveau commandement pour l'ensemble des armées françaises? Et quel est l'apport opérationnel du CED, comme il est convenu de l'appeler maintenant, et de la stratégie spatiale de défense publiée en 2019 par le ministère et qui est donc la doctrine officielle spatiale française. Voici les questions que nous soulèverons pendant cette conférence. Je laisse tout de suite la parole au colonel Christophe, qui fait justement partie du commandement de l'espace, avant de la céder à Guilhem Pénin de la DGRIS. Vous pouvez poser vos questions via le chat pendant la conférence afin qu'elles soient traitées à la fin ou bien attendre pour les poser de vive voix. On donnera la parole aux auditeurs à la fin des deux interventions. Je vous laisse en compagnie
du colonel Christophe, et je vous dis à tout à l'heure. Donc, bonsoir à tous. En réalité, c'est Guillaume Pénin qui va s'exprimer le premier et je passerai la parole ensuite au colonel Christophe. Tout d'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le micro fonctionne? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, merci évidemment à l'Institut d'études de stratégie de défense pour l'organisation de ce séminaire, pour cette invitation. Merci Olivier, merci Anthony pour cette introduction. Alors, c'est évidemment un plaisir d'être parmi vous et d'avoir donc l'opportunité de parler de ce passionnant sujet qu'est l'espace et de faire ensemble, si vous voulez bien, un premier bilan et de planter quelques perspectives également, vu de ma fenêtre. Donc, je m'exprimerai ici à titre personnel. Donc, faire un bilan de la stratégie spatiale de défense que nous avons publiée en juillet 2019, donc il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Il s'agit d'un document que je vous recommande de parcourir si ce n'est pas déjà fait et qu'il faut donc voir comme un exercice de transparence inédit de la part de notre pays, un exercice qui a été également souhaité par le président de la République pour garantir notre autonomie stratégique et également donc répondre aux évolutions stratégiques pour répondre à l'intensification de la menace et des risques qui d'ailleurs eux-mêmes avaient été identifiés déjà dans la revue stratégique de 2017. Et la vocation de ce document, c'est aussi d'être décliné au plan européen. Et finalement, ce sera le second point sur lequel j'essaierai de revenir dans cette cour d'introduction, avant donc de passer la main au commandement de l'espace qui est à mes côtés et qui interviendra donc juste après. Donc la question que j'ai envie de poser et sur laquelle je vous invite à ce que nous discutions un petit peu, c'est pourquoi finalement une stratégie spatiale de défense. Alors deux raisons à cela, et je commencerai par la première. Pourquoi la première raison justifiant finalement l'adaptation de notre doctrine, l'adaptation de notre politique, eh bien, c'est que l'espace est devenu un terrain de compétition stratégique qui témoigne non seulement de la dégradation continue des relations entre les grands pays, et je pense notamment aux États-Unis, à la Chine, à la Russie, mais qui témoigne aussi de ruptures technologiques, de ruptures industrielles qui sont en cours et qui se doublent également d'une circulation plus fluide des capitaux, des compétences, des technologies. Bref, tout cela qui fait peser un risque à la fois d'accélération des efforts des uns et également de possibilités de déclassement stratégique des autres. Et pour ce qui nous importe, donc, pose la question de la place de l'Europe et de la France. Alors, les utilisations de l'espace se complexifient, elles se renouvellent, et pour cette raison, l'espace apparaît plus que jamais au cœur de trois tensions sur lesquelles je voudrais revenir avec vous brièvement dans un premier temps. Donc la première tension, ça a été brièvement mentionné en introduction, c'est cette tension autour de l'arsenisation rampante de l'espace, hein, pour reprendre la formule employée par la ministre des Armées. Donc ici, le constat, c'est ce qui était perçu il y a encore quelques années comme relevant de l'exception, s'inscrit finalement durablement dans le paysage. On a des activités inamicales qui se multiplient, qui sont basées sur l'ambiguïté, qui sont basées sur l'intimidation, la déstabilisation, et qui font donc de l'espace, et c'est le grand constat, donc un milieu de rivalité, de confrontation potentielle, propice aux malentendus, au risque d'escalade. Nous avons notamment des développements depuis le sol, hein, la multiplication de capacités anti-satellites par missiles qui se poursuit avec des implications potentiellement irréversibles et dramatiques sur l'environnement spatial. Depuis l'espace, dans l'espace, nous avons aussi des expérimentations avec des opérations de proximité ou de rendez-vous qui se multiplient, là aussi, sur fond aussi de dénonciation mutuelle entre grands pays. Et in fine, dans l'ensemble, on a réalité tout un spectre de capacités, de modes d'action au sol, dans l'espace, réversibles, irréversibles, et in fine surtout difficilement imputables ou attribuables, qui se multiplient, qui sont de plus en plus variés, qui laissent augurer donc un durcissement de l'environnement opérationnel spatial et donc auquel il convient de se préparer, et nous y reviendrons évidemment. L'autre tension sur laquelle je voulais brièvement revenir avec vous, c'est, et là aussi ça a été brièvement mentionné en introduction, c'est les tensions sur les possibilités ou les potentialités offertes dans le sillage du New Space. C'est finalement alors le constat que la capacité à susciter, à financer de l'innovation est plus que jamais essentielle. Elle contribue quelque part à créer aussi une nouvelle hiérarchie de puissance, voire à redéfinir ce que c'est que la puissance spatiale. Mais
on peut les voir aussi comme un ensemble de risques qui se font sentir concrètement et que je vais brièvement lister là aussi à titre introductif pour susciter l'échange. Alors on peut penser par exemple à la remise en cause d'équilibres historiques avec l'émergence non contrôlée de nouveaux acteurs de plus en plus variés, de plus en plus divers, au-delà du club traditionnel des puissances spatiales, mais aussi au-delà de l'acteur étatique lui-même. Donc l'affirmation de nouvelles ambitions. On a aussi une concurrence accrue au sein de la filière industrielle et technologique de défense en Europe, et qui se traduit par une grande concurrence aussi sur le marché mondial. Là aussi, ce n'est pas sans impact. On a aussi la multiplication du nombre d'objets en orbite, satellites actifs, débris, et tout cela engendre des risques de collision et un besoin accru et inédit de coordination du trafic spatial. On a aussi un danger de saturation, voire poussé à son maximum un danger d'éviction, suite au lancement de projets de méga-constellations de centaines, voire milliers de petits satellites. Et on a enfin, et j'y ai déjà fait allusion dans ma première partie, finalement l'arrivée à maturité prochaine de capacités duales de proximité, de rendez-vous qui peuvent aussi être détournées de leur vocation initiale. Donc ça, c'était mon second point. Et finalement, la troisième tension sur laquelle je voudrais aussi revenir avec vous, c'est celle finalement sur les grands principes du droit de l'espace. On constate que face à ces développements, face à la nécessité de s'adapter à ce nouveau contexte, alors que finalement, on s'aperçoit que penser la coexistence en orbite devient plus que jamais une nécessité, voire une urgence, eh bien les États durcissent leur posture diplomatique, ils cherchent à mieux peser, à davantage peser sur l'évolution, sur la définition des règles de régulation, des règles d'occupation de l'espace, qui devient en soi un véritable enjeu stratégique. Et là aussi, trois grosses approches, voilà, pour parler de manière assez rapide, se font face. La première, elle est difficilement crédible, elle est portée par la Russie avec le soutien de la Chine, elle vise à interdire le déploiement d'armes dans l'espace, ce qui pose des problématiques de définition, de vérification, et s'avère par ailleurs en contradiction avec certaines actions militaires, et n'hésite pas à instrumentaliser toute opposition aussi dans une logique de désinformation. Ça, c'est une première approche. Une seconde qui est davantage celle portée par les pays occidentaux, et je range la France aussi dans cette catégorie, cherche plutôt à avancer immédiatement et de manière pragmatique sur la définition de comportement responsable. Donc là, l'objectif, c'est de viser, c'est de contrer les actions déstabilisatrices précisément. Et elle est très intéressante parce qu'elle connaît en ce moment même une relance à travers un chantier qu'on vient d'ouvrir aux Nations Unies, qui est porté par une résolution qui vise à réduire les menaces spatiales donc au moyen de normes de comportement responsable. Et enfin, il y a une troisième grande approche sur laquelle je serai très rapide et qui finalement réunit le reste du monde pour parler de manière très rapide, donc d'un ensemble de pays intermédiaires, de nouveaux entrants aussi, qui sont avant tout désireux finalement d'être, et c'est légitime, à la table des négociations. Donc mon objectif dans cette première partie, c'était de vous donner un petit peu d'épaisseur, de profondeur stratégique sur le sujet spatial. Pour l'Europe, si je puis dire, ce qu'il convient aussi d'avoir, c'est de l'épaisseur historique. Cette stratégie spatiale de défense, elle fait aussi le constat que la France ne peut pas agir seule. Elle fait aussi le constat que la France doit privilégier les coopérations, et donc elle s'inscrit à ce titre dans une dimension européenne assumée, portée au plus haut niveau de l'État. Et si je voulais vous en parler, c'est parce qu'effectivement, nous préparons aussi la présidence française de l'Union européenne. Et finalement, donc on voit une deuxième raison justifiant cette nouvelle politique, cette nouvelle doctrine, qui est finalement liée à la relance de l'Europe spatiale en quelque sorte. Un effort européen qui se distingue de celui des grandes nations, en cela qu'il est aussi assez original et dispersé aussi avec plusieurs parties prenantes, et que donc c'est un héritage aussi qu'il faut faire fructifier et qu'en tout cas, il faut gérer. Et là aussi, très brièvement, en trois grandes lignes, si la tâche est exigeante sur la coopération spatiale européenne, c'est que le projet européen dans l'espace s'est construit historiquement finalement en marge du processus communautaire. Il s'inscrivait dans une démarche bottom-up, si je puis dire, liée à la création des agences spatiales dans les années 60. Il s'inscrivait aussi autour finalement de la science. Et c'était là son originalité par rapport aux autres efforts dans le reste du monde. Néanmoins, et donc là, il y a eu quelques agences, les premières agences spatiales européennes qui se sont créées, d'emblée,
émerge aussi un dualisme qui est au cœur de l'approche du spatial européen, c'est l'apparition aussi des agences nationales. Néanmoins, et sur ce premier point, j'ajouterais que le spatial européen, et je remercie Olivier d'avoir fait référence à cette œuvre de jeunesse qui était ce petit livre que j'avais produit donc, sur l'Europe spatiale. Finalement, l'effort spatial européen n'est pas figé. Il est toujours hésitant entre ce que j'avais appelé à l'époque le renoncement ou le sursaut. Et donc, il est perpétuellement voilà, en mouvement constant, si je puis dire. Et donc, on a une première réforme très intéressante dans les années 70 qui a mené à la création de l'Agence spatiale européenne, qui est une agence environnementale sur laquelle on pourra bien sûr revenir si vous le souhaitez. Et enfin, un dernier point que je voulais mettre en avant ce soir devant vous, c'est le fait que le spatial européen s'est également construit historiquement, là encore, sans base politique stable et en excluant quelque part ou en mettant de côté le spatial de défense qui, quelque part, apparaît encore aujourd'hui comme un petit peu le parent pauvre et sur lequel il nous semble qu'il y a un certain nombre d'efforts qui peuvent être entrepris. Donc la première réforme, je vous le disais, c'est la création de l'Agence spatiale européenne en 1975. La deuxième réforme, si je peux utiliser ce vocabulaire, c'est l'entrée en scène de l'Union européenne sur nos sujets spatiaux, en réalité dès les années 90 et surtout à la fin des années 90 avec le lancement de deux grands programmes d'envergure qu'on a appelés donc Galileo pour la navigation par satellite et Copernicus, à l'époque GMES pour la surveillance de l'environnement depuis l'espace. En parallèle, on a l'inclusion du spatial en 2009 dans le traité de Lisbonne, qui là aussi participe un peu plus à normaliser le spatial européen en lui garantissant un traitement au plus haut niveau politique et non pas seulement, on va dire, un traitement technique. Et enfin, nous avons donc plus proche de nous la création d'une direction générale de l'industrie de défense et de l'espace à Bruxelles, qui permet de lancer des réflexions sur les synergies entre tous ces différents domaines et qui montre que finalement l'effort ici peut être d'investir davantage le spatial de défense, qui néanmoins, ces dernières années, était surtout caractérisé par un espèce de, et là par comparaison avec les autres nations, un espèce de sous-investissement en mettant de côté la France, et aussi des coopérations qui étaient avant tout ad hoc, très limitées, très pragmatiques aussi face aux impératifs de souveraineté, et très liées dans un cadre bilatéral ou multilatéral, mais ad hoc. Et de ce point de vue, et dans le contexte de la PFUE, et c'est là où je voulais également en venir devant vous, la stratégie spatiale de défense, finalement, si nous voulions la traduire en termes concrets, l'objectif pourrait être tout simplement de lancer une conversation. L'objectif, c'est d'essayer de davantage penser en termes stratégiques, en termes géopolitiques, compte tenu des développements dont je me suis fait l'écho il y a quelques minutes, et faire en sorte finalement que cette Europe spatiale, eh bien, elle contribue davantage, elle contribue mieux aussi à l'Europe de la défense et de la sécurité. Alors on peut l'envisager sous l'angle capacitaire et industriel, on y reviendra peut-être. Il y a quelques initiatives en cours sur les constellations, sur la surveillance de l'espace, sur la gestion du trafic spatial, qui sont duales par nature et qui constituent des pistes de relance prometteuses, et qui d'ailleurs montreraient aussi la volonté des Européens finalement d'inscrire leur effort dans la durée, un petit peu comme l'a fait la France à travers cette stratégie spatiale de défense. Mais on peut envisager aussi les choses par le haut, et je pense que ça serait un commencement tout simplement consistant à poser les bases d'une compréhension finalement commune des enjeux du spatial de défense, qui commencerait notamment, et là aussi pour reprendre ce par quoi moi-même j'ai commencé mon introduction, à savoir une analyse que nous voudrions partager donc de l'environnement spatial, de ses évolutions, des menaces, des risques, mais également, et encore plus important, des opportunités, des possibilités que cela ouvre, et également donc des réponses à apporter à cet ensemble d'évolutions. Et c'est sur ce point que je passerai la parole au commandement de l'espace qui pourra rebondir et vous donner un peu plus de détails sur nous, les réponses que nous avons envisagées à ce nouveau contexte et notamment la création du commandement de l'espace. Donc je laisse la parole au colonel Christophe. Merci Guilhem. Alors, bien après cette brillante introduction, puis ton non moins brillant propos, Guilhem, je vais tâcher de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que le CDE, pourquoi le CDE, donc CDE comprend le commandement de l'espace, et en gros à quoi ça sert et quelle est l'ambition.
Alors, on pourrait y passer des heures, peut-être des nuits, mais néanmoins, je vais ouvrir des portes que je vais volontairement pas fermer pour que vous susciter vos questions et très probablement susciter un intérêt un petit peu différent vis-à-vis de mon propos. Dans un premier temps, je remercie l'IUSD pour cette invitation qui m'honore. Je vous le dis très clairement, je suis très heureux de parler devant vous et puis un petit peu impressionné, bien que ce soit de façon virtuelle. Et néanmoins, je vais tâcher de faire de mon mieux. Guilhem a précédemment développé le pourquoi et le comment de la stratégie française, donc stratégie spatiale de défense. Ce n'est pas une histoire neuve, cette stratégie spatiale de défense. Ça a commencé, ça a été dit tout à l'heure, par le livre blanc de 2008, où déjà la présidence parlait de la menace dans l'espace et des investissements qu'il fallait faire, tant sur le plan organisationnel que financier et que procédural en l'occurrence. Tout ça a abouti donc bien en 2019, 11 ans après, à la création de ce commandement de l'espace par arrêté du 3 septembre 2019, qui emporte avec lui ses différentes attributions et les responsabilités qu'on y a confiées. Alors avant de détailler le comment ça marche, et toujours pour le remettre dans le contexte, eh bien, j'aimerais vous parler un petit peu des menaces. Alors les menaces dans l'espace, ça n'est pas un vain mot. C'est le niveau qui nous est présenté vis-à-vis des pays qu'on appelle compétiteurs est de plus en plus élevé, tant en technologie qu'en volume et qu'en occurrence. Alors, on a coutume de dire que le cyber est une des premières menaces. Je ne trahis pas de secret dans ce que je suis en train de vous citer, ce qui est assez facile à comprendre. Les systèmes spatiaux sont tous basés sur des réseaux, sur des transmissions de plus ou moins de différentes technicités. Et à partir du moment où il y a la transmission et de l'onde, eh bien, le cyber peut réaliser des actions à l'encontre du système, que ce soit pour dégrader le service ou complètement l'interdire. Vous avez probablement également entendu parler du Louche Olympe, satellite russe de surveillance en orbite géostationnaire, qui a été pris pour exemple par Madame la ministre des Armées par 2 fois dans ses discours publics, et notamment lorsqu'il s'est rapproché trop près d'un satellite de communication sur lesquels le ministère des Armées avait des intérêts, dénommé Athéna Fidus. Donc cette technicité, en l'occurrence de rapprochement entre 2 satellites en orbite géostationnaire, tout comme en orbite basse, et pour revenir au Louche Olympe, en orbite géostationnaire, eh bien, n'est pas un sport de masse, si vous me permettez l'expression. Les Russes savent le faire, et peu de pays comme eux savent également opérer des satellites à proximité d'un autre pour effectuer des opérations, on imagine, de recueil de renseignements. Toujours sur le champ des menaces, vous avez probablement également entendu dans la presse ou lu que des nations ont acquis la capacité de détruire des satellites à partir de la Terre en projetant un missile ou une arme cinétique de la Terre vers l'espace pour détruire ce satellite en orbite basse. 3 nations sur 4 en ont fait la démonstration physique et publique de la réalité de ces destructions des satellites qui en fait étaient certes des satellites inertes, mais dans le sens du message politique ou du message qui est envoyé vers l'extérieur, on imagine la force de ces mots et de cette démonstration en l'occurrence. Toujours là dans le domaine des menaces, sans se projeter très loin dans un modèle de science-fiction ou dans des films que je ne regarde pas en l'occurrence, le brouillage. Le brouillage est une arme assez rudimentaire, mais qui permet, sur des théâtres d'opération ou lors d'exercices, eh bien, de dénier du service, et je pense notamment au service de navigation GPS. Et puis d'ailleurs, c'est pas lié qu'aux militaires. Les brouilleurs, bien qu'interdits en France, sont parfois saisis dans des véhicules et permettent de brouiller le signal GPS en soi de façon qui leur permet de les traquer. Et puis alors là, je me projette un peu plus dans la science-fiction. Il y a des développements sur des lasers de puissance, de l'espace vers l'espace, des développements de lasers du sol vers l'espace, des développements d'armes à énergie dirigée, à nouveau, de l'espace vers l'espace ou du sol vers l'espace. Et puis probablement tout un tas de démonstrations dans l'espace de capacités que nous ne voyons pas. Alors ça, c'est un point également qui me semble intéressant à noter. Nous ne les voyons pas parce que, je vais y revenir dans mon propos, la stratégie emporte avec elle une ambition capacitaire, une ambition de moyens qui ne nous permet pas à ce stade, quelle que soit la nation d'ailleurs, de tout voir ce qui se passe dans l'espace. Vous savez aussi bien que moi que c'est immense, c'est sans fin, infini par définition, et que ne serait-ce que voir les orbites basses, l'orbite géostationnaire, les orbites elliptiques, les orbites moyens qu'on appelle MEO, maintenant les orbites lunaires, maintenant les orbites martiens sur lesquels vous savez qu'il y a 3 sondes qui sont en train de tourner, et bien tout ça dépasse des capacités que les nations n'ont pas, au moins en exhaustivité.
Alors, ce commandement de l'espace, on va y venir. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le fruit de la stratégie dont a parlé Guilhem Penand, une stratégie qui emporte 3 axes avec elle, 3 axes de progrès et d'effort. Le premier, c'est répondre aux menaces émergentes. C'était l'objet de mon premier propos. Le second, c'est revisiter le modèle industriel. Donc, pas seulement le CDE, mais la France doit s'inscrire dans cet objectif-là, et le CDE aussi, donc revisiter le modèle industriel, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et puis étendre les coopérations aux opérations dans l'espace. Ce n'est pas que les coopérations d'ordre militaire, c'est toutes les coopérations, et Guilhem l'a abordé dans son propos vis-à-vis de l'Europe notamment. Cette stratégie, elle décline clairement les opérations spatiales militaires, qui sont de 4 natures. La première, c'est ce qu'on appelle le soutien aux capacités spatiales. Alors, ce soutien aux capacités spatiales, il a différents aspects, notamment la capacité des armées à opérer leurs propres satellites. C'est en phase d'acquisition pour ce qui concerne les opérateurs du commandement de l'espace, en phase d'acquisition grâce aux partenariats très privilégiés et très rapprochés que nous avons avec le CNES, mais grâce aussi à des partenariats plus ponctuels que nous nouons avec l'industrie. Deuxième typologie d'opérations dans l'espace, c'est l'appui spatial aux opérations. Donc ça, l'appui spatial aux opérations, c'est ce que nous faisons, les armées font depuis presque 25 ans, depuis le premier Helios, dans le domaine de l'imagerie, dans le domaine de l'écoute électromagnétique, dans le domaine des communications également satellitaires. Donc là, on a changé d'orbite. Donc tout ceci fait ce qu'on appelle le domaine legacy. Le domaine legacy et historique de l'espace dans les armées. Tout ceci a bénéficié de budgets conséquents pour renouveler ses capacités de façon à avoir des systèmes le plus à la pointe possible et le plus moderne possible. Troisième type d'opération spatiale militaire, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la situation spatiale. Alors, nos amis anglo-saxons appellent ça la Space Situation Awareness. La différentes noms d'ailleurs, ça peut être la Space Domain Awareness as well. Ça, c'est ce que disent nos amis américains. Cette situation spatiale, on doit la connaître grâce à des capteurs, tant terrestres que spatiaux, de façon à se construire et à la situation dans l'espace en l'occurrence, et de pouvoir en avoir une appréciation autonome. Si je reprends l'exemple du Louche Olympe et de l'Athéna Fidus, l'intérêt, c'est de pouvoir voir cette situation de rapprochement, de l'analyser par des moyens autonomes recoupés par des coopérations. J'en ai parlé tout à l'heure, ceci est tout à fait envisageable et envisagé, mais néanmoins avoir une appréciation de situation autonome pour dire, ben voilà, en ce moment, il y a tel satellite d'intérêt militaire ou d'intérêt défense qui est menacé par tel et tel objet parce que je le vois, parce que je suis capable de le dire. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, eh bien, il y a des coins de l'espace où personne ne voit rien, même les plus grandes nations en soi, et qui restent des champs potentiellement de conflictualité ou de développement de capacités qui méritent notre intérêt. Quatrième type d'opération spatiale militaire, c'est ce que nous nommons l'action dans l'espace. À ce stade, la France n'en fait pas, mais a une feuille de route ambitieuse à nouveau pour réaliser ce type d'opération spatiale militaire. L'action dans l'espace, c'est ce qu'a qualifié Madame la ministre dans la stratégie spatiale de défense, c'est réaliser des actions de défense actives. On ne parle pas d'offensive dans l'espace. Nous sommes complètement en phase et de toute évidence avec les textes, tant le traité de l'espace que la loi sur les opérations spatiales, et tous les textes afférents, de façon à ne pas arsenaliser l'espace et ne pas développer des capacités offensives. Pour autant, pour protéger nos moyens, nous développons des moyens de défense que nous avons qualifiés actives, de façon à pouvoir, une fois de plus, s'assurer que la situation est, stabilisée ou la situation est connue, et vis-à-vis de ce qu'on connaît de la situation dans l'espace, eh bien pouvoir y développer des mesures de parade ou des mesures de défense, tout simplement. Donc, sur ce fait, compte tenu de la menace que nous estimons, pas galopante, le terme est fort, mais plus qu'émergente, que nous estimons multipliée, pas de jour en jour non plus, mais pour laquelle on constate de plus en plus de développements, tant commerciaux, voire duaux, avec des applications militaires assez évidentes. Compte tenu de ce premier point, compte tenu de la justification de la création du commandement de l'espace, eh bien, il y a le comment on l'a construit et à quoi il sert. Le comment on l'a construit, eh bien, l'ambition a été de réaliser un modèle de gouvernance unique. Avant le commandement de l'espace,
différentes entités traitant du spatial étaient réparties dans les armées et avaient différentes autorités sous lesquelles elles étaient subordonnées. Désormais, le commandement de l'espace a l'ambition, enfin plus que ça, a la prétention, compte tenu de son arrêté de création, de représenter ce niveau de gouvernance unique. Pour autant, le CDE a deux autorités auxquelles il doit répondre. D'abord, le chef d'état-major des armées, pour ce qui concerne les opérations, pour ce qui concerne le développement capacitaire, donc le développement de nouveaux systèmes, et pour ce qui concerne les coopérations. Donc dans ce champ-là, nous dépendons du chef d'état-major des armées, le général d'armée François Lecointre. Dans le domaine de ce qu'on appelle de l'organique, donc de la génération, c'est-à-dire de la génération de ressources, qu'elle soit humaine, qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, nous dépendons de l'armée de l'air, nouvellement nommée armée de l'air et de l'espace, donc en juillet dernier, et également pour ce qui concerne le domaine de la préparation opérationnelle, c'est-à-dire de l'entraînement. Hormis ceci, une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire. Maintenant, il faut trouver les équilibres entre une armée de l'air et de l'espace qui en a pris, une fois de plus, le nom assez récemment et qui a des ambitions, un chef d'état-major des armées qui lui aussi a des responsabilités tant dans le domaine opérationnel que coopération et capacitaire. Il faut trouver les équilibres de façon à ce que le CDE, dans son rôle de gouvernance unique, puisse ensuite développer ses feuilles de route et sa stratégie. Sous le CDE, donc subordonné au CDE, on retrouve les différentes unités spatiales dont j'ai parlé juste avant, qui étaient réparties dans le ministère. Donc, il y en a une dont l'acronyme est assez sympathique, c'est le Cosmos. Donc, il est à Lyon. Le Cosmos a pour rôle de construire cette situation spatiale. Donc, il met en œuvre des capteurs du sol et de l'espace qui lui permettent de construire cette situation. Capteurs du sol, on pense assez naturellement aux différents radars, tant de veille que de trajectographie, et puis d'autres systèmes un peu plus exotiques qui permettent d'avoir des données de nature différente, que je ne développerai pas davantage ici. Ensuite, une autre unité est subordonnée au commandement de l'espace. Celui-ci s'appelle le CEMOS. C'est une unité technique qui est concernée par la réalisation tant de la demande que de la réponse aux demandes, de l'imagerie et de l'écoute. Donc, c'est une unité de techniciens qui permet de s'assurer que la demande est bien montée dans le satellite, bien prise en compte par le système, et ensuite que la réponse aux demandes, tant en imagerie qu'en écoute, est conforme à ce qu'on en attend et conforme à la qualité souhaitée à l'arrivée. Ces deux entités ont vocation à rejoindre Toulouse, j'en parlais tout à l'heure dans le domaine de la transformation. Alors justement, le CDE, qu'est-ce qu'il fait? Je parlais d'ambition, je parlais de feuille de route, c'est un petit peu la même chose. Ce que la ministre nous demande de faire, et le président vis-à-vis de la stratégie spatiale de défense, c'est avant tout de construire un socle de commandement et de contrôle. Alors, dans le jargon militaire, on appelle ça du C2, et quand on est habitué aux opérations militaires, on est assez habitué à en parler. Je vais tâcher de l'expliquer avec d'autres termes. On veut un centre de commandement, un cœur. Un cœur qui soit capable, sur la base d'une situation spatiale construite, élaborée, je l'ai dit tout à l'heure, de manière autonome, mais aussi en coopération. Sur la base d'une situation spatiale, on veut ce cœur d'algorithme, ce cœur de traitement de la donnée, ce cœur d'intelligence artificielle, mais aussi d'expertise humaine, qui puisse analyser la situation, la faire porter en termes de décision vers les plus hautes autorités de l'État, de savoir qu'est-ce qu'il faut y faire ensuite, et aussi d'être capable, ce cœur, de mettre en mesure les actions qu'on va nous demander. Je reviens à ce que j'expliquais tout à l'heure sur l'action dans l'espace. C'est ce qu'on appelle le C2. Donc nous, c'est essentiel. L'objectif, c'est Toulouse 2025, où nous aurons de l'ordre de 450 personnes à Toulouse, 450, 520, enfin, le chiffre est comment dire, de l'ordre de la fourchette pour l'instant, pour animer ce centre de commandement et de contrôle, ce centre C2, bâtir la situation spatiale en agrégeant les capteurs patrimoniaux, et une fois de plus les coopérations, mais aussi les services que le CDE est en passe ou a déjà acheté dans le champ commercial. Objectif Toulouse pour également construire cette situation spatiale dont j'en parlais et renforcer nos coopérations. Alors, les coopérations à ce stade dans le domaine opérationnel sont fortes avec les États-Unis, sans surprise. À ce stade, sans trahir de secret, c'est la nation la plus avancée, la nation occidentale la plus avancée en termes de situation spatiale et de capacité dans l'espace.
Pour autant, nous avons des coopérations un peu plus historiques avec des partenaires européens vis-à-vis des capacités d'imagerie qu'elles soient optiques ou radar. Et de SATCOM également, je pense aux Italiens. Donc pourquoi Toulouse? Parce qu'on veut se rapprocher du CNES. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est un partenariat d'exception que nous avons avec le CNES, même si le terme n'est pas celui qui est employé, mais on peut le qualifier comme ceci, parce que nous renforçons donc l'écosystème toulousain avec l'arrivée du CDE à Toulouse. Il y a déjà 30 personnes qui sont installées à Toulouse, et par pas successifs, je vous ai dit, on arrivera de la classe à 500 en 2025. Le CNES nous propose un niveau d'expertise que pour l'instant, les armées, donc le CDE, est en passe d'acquérir à travers l'injection de ces personnels dans les équipes du CNES, les équipes opérationnelles du CNES. Donc les militaires du CDE font depuis maintenant 1 an et demi du maintien à poste au même titre que les ingénieurs du CNES et sous contrôle pour partie du CNES, font également des calculs d'orbitographie à côté de leurs camarades du CNES et prennent de l'expertise dans tous ces domaines-là grâce au CNES, mais aussi, je l'ai dit précédemment, grâce à l'industrie qui nous accueille également pour ce type de prise de compétences. Ce qui est au cœur de l'arrivée du CDE à Toulouse également, c'est la donnée. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais je souhaite faire un focus dessus. La donnée dans le domaine spatial, comme dans d'autres d'ailleurs, mais très probablement plus particulièrement dans le domaine spatial, est un enjeu de taille. D'enjeu de taille parce qu'il y a une question de format et de standardisation qui, dans le monde occidental, une fois de plus, on ne pourra pas en faire l'économie parce que derrière, il y a des enjeux plus que militaires, des enjeux économiques forts. C'est bien pour cette raison que le traffic management dans le domaine spatial américain a été confié au département d'e-commerce et non pas au département de la défense. La donnée a un enjeu fort dans ce domaine-là, tant commercial que militaire en l'occurrence, un enjeu fort de stockage, un enjeu fort de traitement et notamment de volume. J'en reviens toujours au même exemple, ce Louche Olympe et l'Athénaphilus. Ce Louche Olympe a été lancé en 2014, donc nous en sommes à 7 ans de vie. Traditionnellement, un satellite en orbite géostationnaire, c'est de l'ordre de 15 ans. Imaginons le volume de données que ça représente en termes de capitalisation. Pourquoi on capitalise ces données? Parce qu'on veut imaginer, anticiper la manœuvre d'après lorsqu'il viendrait un jour à se rapprocher à nouveau d'un de nos satellites d'intérêt. Donc la donnée, une fois de plus, par les traitements qu'on va en faire, le niveau d'intelligence artificielle qu'on va pouvoir y mettre pour anticiper l'action du potentiel adversaire est un enjeu fort pour nous. Et j'en viens également à un des premiers mots de conclusion. Numérique et espace sont intimement liés. Intimement liés, et j'en reprends une fois de plus un exemple américain. Il nous semble tromper, je crois qu'Amazon et Google, les deux sont positionnés justement dans le domaine des clouds, dans le domaine de la donnée et du traitement, pas nécessairement liés à l'espace, sur d'autres domaines, mais on y voit un rapprochement avec le spatial assez naturel et qui va prendre force, notamment vis-à-vis des différents services commerciaux qui nous seront proposés. Voilà pour ce que je souhaitais vous dire sur le CDE, commandement de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes de l'ordre de 250. Nous sommes installés à Paris, à Creil, à Lyon et un peu à Toulouse, et à terminaison tous à Toulouse. Je vous ai expliqué pourquoi, pour la synergie avec le CNES et synergie avec l'écosystème industriel toulousain. Et nos missions à ce stade, dans les 4 que je vous ai décrits, nous en déclinons 3 sur les 4. La 4e est en cours de préparation, notamment dans le développement de nouvelles capacités dans l'espace. Et à terminaison, eh bien, nous n'avons pas la prétention d'être au niveau des grandes nations spatiales, mais néanmoins, la façon dont nous travaillons tant avec l'Europe qu'avec nos partenaires privilégiés, je reviens aux Américains, mais il y a aussi, ils ont été cités tout à l'heure, l'Australie, l'Inde, le Japon, avec qui nous avons des partenariats particuliers, à travers nos coopérations, à travers l'achat de services que nous avons déjà contractualisés pour partie, eh bien, nous essaierons d'avoir une situation spatiale la plus exhaustive possible, la plus réactive possible et la plus en temps réel possible pour pouvoir contrer ces opérations de pays compétiteurs, si le terme est choisi, qui viendraient à notre égard. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, colonel, pour cette intervention. Merci également à Guilhem Pénin pour son introduction plus générale et plus politique sur l'environnement français
français et européens. Je laisse la parole à présent aux auditeurs. Y a-t-il des questions, des précisions que vous pouvez donc poser soit via le chat, soit en demandant la parole? Je garde un œil sur les demandes. Vous pouvez lever la main donc avec Zoom, ou bien tout simplement mettre en route votre micro. Donc, y a-t-il des questions? Alors, je profite aussi l'attente des premières questions pour dire que nous avons rencontré un problème qui fait qu'une grande partie des gens inscrits n'ont pas pu se connecter, malheureusement. Nous essayons de gérer ça avec les équipes de l'IESD, mais le lien Zoom était défectueux pour certaines personnes, alors que pour d'autres, non. Nous ne comprenons pas vraiment pourquoi, mais voilà. Alors, y a-t-il des questions? Moi, j'en aurais une pour commencer peut-être, mais je préférerais qu'il s'agisse de questions qui proviennent de l'assistance. Alors, oui, il y a des volontaires. Alors, bonjour à tous. Une question de Sébastien. Comment interagira le CDE avec l'industrie qui peut amener des solutions rapidement? Voilà. Alors, je vais prendre la question pour le commandement de l'espace. C'est une excellente question. Alors, j'ai une partie de la réponse. J'espère qu'elle va être satisfaisante. C'est qu'il interagit déjà. Et il interagit déjà dans le sens achat de services. C'est-à-dire que vous avez des entreprises françaises en l'occurrence, mais on peut dire mondiales, de par le monde, qui vendent des services dans l'établissement de la situation spatiale. Et vous avez des entreprises qui sont capables, grâce à des réseaux de télescopes, grâce à des capteurs, notamment radiofréquences et autres, de vous donner une situation spatiale. Pourquoi ça existe déjà? Alors non pas pour les besoins du CDE, pour développer justement ce traffic management, ce principe d'anti-collision dont a parlé Guilhem en introduction, donc son propos, pardon. Ce traffic management, cette anti-collision demande aux opérateurs à réaliser, à s'assurer que leurs satellites ne vont pas rentrer dans autre chose, et puis demande également aux opérateurs, par effet inverse, à ce des débris ou un autre objet inerte ne viennent pas percuter leur propre satellite. Et venir contraindre ainsi la vie du satellite. Donc le lien avec les services commerciaux est évident, il n'est pas nouveau. On va aller dans ce sens pour augmenter notre catalogue et augmenter la résilience globale du système de surveillance de l'espace. Guilhem me faisait remarquer tout à fait justement quand la question a été posée, on est sur un principe à développer qui n'est pas encore abouti, ce qu'on appelle opérateur de confiance. Donc un opérateur pour la France de confiance est un opérateur sur lequel on pourra compter tant pour la fourniture de données ou la fourniture d'un service, quel qu'il soit. Ça peut être à nouveau des SATCOM en orbite géostationnaire, sur lequel on pourra compter avec un engagement précis vis-à-vis de ce qu'on attend de lui et surtout un niveau de confidentialité qui pourra être admis entre les deux parties. C'est surtout ça. Voilà. Tu veux compléter? Alors, merci. Nous avons d'autres questions. Monsieur Pénin évoquait un projet de résolution de l'ONU. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr, avec plaisir. Donc, je vous ai un petit peu précisé quel était le contexte des discussions sur les notions de régulation des activités dans l'espace, dans les enceintes internationales compétentes qui sont notamment au nombre de deux. Hein. Il y a les discussions qui relèvent de la menace, pour faire très court, hein, qui sont à Genève dans le cadre de la conférence du désarmement, et celles qui relèvent davantage des risques qui sont à Vienne dans le comité pour l'hésitation pacifique de l'espace transatmosphérique, le COPIOS. Celle dont je vous parle, elle renvoie à la menace. C'est une résolution qui a été proposée par nos amis britanniques et que nous avons coparrainée, qui a été adoptée, je dirais même plébiscitée, lors de la dernière Assemblée générale des Nations Unies, avec plus de 150 soutiens qui ont été exprimés, et dont l'objectif, finalement, est, là encore, je vous le disais, hein, lancer une conversation. Elle demande aux États membres, finalement,
de proposer leurs sentiments, leurs perceptions sur 3 niveaux dans le cadre d'un rapport qui serait soumis donc, cette année au secrétariat général des Nations Unies. Donc l'idée, c'est à la fois de donner notre perception des menaces et des risques, ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, préciser aussi, selon les nations, ce qui pouvait relever, selon elles, de comportements responsables ou de comportements irresponsables ou menaçants. Et enfin, eh bien, dans une troisième partie, proposer éventuellement quelques pistes prometteuses pour améliorer la situation. Et donc là, c'est précisément où nous en sommes. Hein. Donc, chaque nation est en train de remplir sa copie. Et l'idée est donc de lancer un processus dont vous devriez voir les résultats lors de la prochaine AGNU, avec la possibilité que ça lance un processus de plusieurs années. Voilà, en espérant avoir répondu à la question. Merci beaucoup. Alors, une question de Damien à présent. Y a-t-il un intérêt pour la France de s'équiper d'une navette de type X-37B américaine? On peut penser, par exemple, à la navette Vera de Dassault, afin de remplir les missions que vous avez évoquées précédemment, comme ce fut d'ailleurs énoncé dans un rapport parlementaire mené par le député Benjamin Griveaux, il me semble. Merci Damien pour cette question. Alors Damien, c'est à nouveau le CDE. J'ai envie de vous répondre oui. Oui, bien sûr. Mais alors, est-ce que vous pourriez, juste pour le public, rappeler de ce qu'il fait? Voilà, qu'est-ce qu'une navette X-37B? Oui, alors les Américains ont développé une navette, alors c'est pas Challenger, hein. C'est une navette non habitée, donc c'est un aéroplane non habité de l'espace qui va réaliser des missions de longue et maintenant de très longue durée, on parle de plusieurs centaines de jours, en orbite basse, à des fins potentiellement mal connues, voire inconnues. Ce qu'on peut imaginer, c'est que cette navette, une fois mise en orbite, ouvre ses soutes et réalise des opérations de servicing, c'est-à-dire de maintenance sur d'autres satellites, pourquoi pas. On peut aussi assez facilement imaginer que dans ces soutes, il y a des objets qui sortent, des satellites en l'occurrence, qui sortent et dont on ne connaît ni la forme, ni la mission, absolument pas. Donc la réponse, oui, bien sûr qu'on y a intérêt. Les Américains n'en ont pas 36, c'est une navette X-37. La seule nation, à ma connaissance, qui a développé le même système récemment, c'est la Chine, qui, elle aussi, a lancé une navette à l'émission beaucoup plus courte, c'était l'année dernière, dont les noms de baptême ont été nombreux, mais on a parlé de Flèche Divine, de mémoire, et puis d'autres noms assez exotiques, pour le même principe, en orbite basse, piloté du sol, comme un drone, piloté du sol et capable de réaliser des missions, notamment vis-à-vis d'une soute ou à partir d'une soute dont on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Donc j'ai envie de répondre oui, mais pour l'instant, ce projet français, s'il y en avait un, n'est pas encore budgétisé dans la loi de programmation militaire. Merci beaucoup. Alors, une question de Michel à présent. Bonjour, comment, s'agissant de la SSA, développer une capacité autonome de surveillance à l'échelle européenne, alors que les pays qui comptent en Europe sont réticents à partager leurs données avec l'Union européenne? Bon, je commence. Allez, vas-y. Allez, je vais, hein. Alors, je vais prendre la question à l'envers, si vous voulez bien. Alors, réticents à partager nos données avec l'UE, je pense qu'il faut le voir sous deux angles. Je vous contredirais dans le sens une fois plus civil et commercial. De mon appréciation, je ne vois pas pourquoi nous serions réticents, et je pense que nous ne le sommes pas sur le plan du développement, à partager des données pour justement que la partie économique et commerciale y trouve son compte au sein de l'Europe. Et ça, je laisserai Guilhem compléter au besoin sur ce sujet-là. La deuxième façon de voir les choses, c'est sur le plan militaire. Alors là, c'est différent. Parce que quand on parle de partage de la donnée, on parle d'objets de pouvoir. J'ai développé un petit peu dans mon propos précédemment. La donnée permet de voir, de tout voir dans l'absolu, et notamment les objets qu'on ne veut pas nécessairement montrer ou qui n'ont pas vocation à être vus dans le détail. Je pense à nos satellites militaires. Je ne dis pas qu'on veut les cacher, mais je dis qu'on n'a pas forcément intérêt dans le champ militaire à tout partager. Donc, la difficulté, c'est de trouver un équilibre entre ce que l'on peut partager raisonnablement, dans le sens du développement, ce qu'on ne veut absolument pas partager pour des raisons de secret, pour des raisons de confidentialité, trouver l'équilibre entre les deux
et de construire un modèle européen qui me semble avoir du sens dans tous les cas. Bien. Enfin, je pense qu'effectivement, tu as tout dit. Là, dans cette question, effectivement, qui est très intéressante, en réalité, elle ouvre toute une série d'autres questions et même, enfin, qu'est-ce qu'on entend par SSA? Effectivement, en réalité, ce n'est pas un terme simple. Généralement, nous, on distingue entre SSA civil et SSA militaire, mais en réalité, on peut partir. Les Américains, tu l'as mentionné tout à l'heure, parlent de SDA, donc Space Domain Awareness, et maintenant, nous avons aussi la STM, donc plus donc le Space Traffic Management. Ça, c'est ces questions-là. Ensuite, sur l'UE elle-même, qu'est-ce que ça veut dire l'UE? Par exemple, sur SST, nous avons en réalité plusieurs formats, mécanismes qui peuvent faciliter les partages, les interactions, et notamment dans un cadre intergouvernemental. Donc, c'est la solution qui a été envisagée avec le consortium EU-SST, qui, comme son nom l'indique, est un consortium d'États membres volontaires pour partager ces données et puis à développer des services pour l'usage de l'ensemble des acteurs, y compris européens. Voilà. Merci beaucoup. Alors, une question de Thomas maintenant. En matière de recherche et développement, existe-t-il une stratégie organisée d'articulation entre les entreprises, l'État, en l'occurrence le CDE, et les universités? De manière simplifiée, comment se répartissent les rôles dans cette articulation et comment cette articulation est-elle structurée? Voilà. Alors, voilà encore une excellente question. Le CDE, dans ses responsabilités, est garant de l'expression du besoin pour les armées dans le domaine spatial. Donc, ce qui veut dire que nous agrégeons les demandes, les besoins des différentes armées, air, terre, mer, mais aussi cyber, tous les domaines de conflictualité. Nous sommes garants de récupérer leurs besoins, les mettre en cohérence et proposer des solutions à l'état-major des armées. Ça, c'est le premier point. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Donc, dans le domaine de la recherche, le CDE n'en fait pas. Il ne fait pas de la recherche. C'est un émulateur. C'était le deuxième axe de la stratégie spatiale de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est un émulateur du New Space à la française. Nous sommes là pour, justement, connaissant le besoin des armées, aller vers l'industrie, quelle qu'elle soit, hein, les primes ou la plus petite des startups. C'est bien pour ça qu'on est à Toulouse. Aller vers l'industrie et aller poser les questions sur le comment, sur le pourquoi et comment on pourrait faire réaliser satisfaire à tel ou tel besoin. C'est dans ce champ-là qu'on se place. Ensuite, la partie émulation, si on la ramène au niveau national, je pense qu'on n'a pas de difficulté à comprendre pourquoi. Au niveau européen, c'est le cas aussi. Et puis aussi, lorsque les services qui pourraient répondre aux besoins, en l'occurrence, ne sont pas sur le continent européen, et ben nous allons chercher ailleurs, notamment aux États-Unis ou au Canada, voir un petit peu ce qui se fait également. Donc, pour terminer sur ce point, nous avons en notre sein un laboratoire d'innovation spatiale des armées, l'ISA, installé à Toulouse, au sein du B612, au milieu d'Aerospace Valley, et qui Oui, alors nous avons perdu. Alors je crois que nous n'avons pas entendu la fin de votre réponse, colonel. Vous parliez d'un laboratoire d'innovation de la défense spatiale? Oui, c'est ça. Nous avons un laboratoire d'innovation spatiale des armées, l'ISA, qui est à Toulouse, qui dépend du CDE, et dont le rôle est justement d'aller auprès des entreprises à Toulouse. Il est dans le bâtiment B612 d'Aerospace Valley. Il est au milieu de l'écosystème et il va porter le besoin des armées et regarder, benchmarker un petit peu ce qui se fait partout. Merci beaucoup d'avoir pu répéter. Je ne sais pas si j'étais le seul à ne pas avoir entendu, mais merci. Alors, une question de Frédéric. Au vu des enjeux financiers, la France peut-elle faire l'économie de l'Europe de la défense? Je crois que cette question s'adresse plutôt à M. Pénin. Eh bien, écoutez, je crois en tout cas, alors je ne sais pas si je l'ai dit clairement, mais qu'effectivement, du point de vue de la France, on ne peut passer que par l'Europe, et la stratégie spatiale de défense est rédigée expressément pour cœur de cible, si je puis dire, de notre portefeuille de coopération l'Europe.
Donc non, la réponse est non. Et l'idée, avec également l'opportunité qui nous est donnée de faire un petit peu avancer les choses avec la PFUE, donc la présidence française de l'Union européenne l'année prochaine, c'est clairement aussi d'avancer, de faire avancer l'Europe de la défense que collectivement nous soyons aussi en mesure de répondre à tous ces défis dont là aussi le colonel Christophe ou moi-même vous avons parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, merci beaucoup. Donc, une question de Véronique. Sous l'impulsion américaine, les doctrines militaires s'orientent vers le multi-domain operations. Alors, une question qui intéressera particulièrement l'IUSD. On voit des synoptiques très ambitieux où les satellites communiquent avec des avions armés. À quelle échéance cela deviendra-t-il réalité, même si la question peut être délicate? D'ici là, comment appréhendez-vous la coordination des manœuvres spatiales et des manœuvres sur le terrain? C'est une excellente question. D'ailleurs, ça me permet de dire qu'on recrute, hein, parce que le niveau de la question me fait penser que nous avons de l'employabilité pour cette personne qui nous interroge sur le sujet. De façon plus sérieuse, c'est déjà le cas. Depuis de nombreuses années, les vecteurs, qu'ils soient terrestres, aériens ou maritimes, communiquent avec les objets spatiaux. Je pense aux communications satellitaires, notamment. Je pense au GPS, bientôt Galileo. Donc là-dessus, rien de nouveau. Là où c'est nouveau, et c'est le sens, je pense, de la question, c'est que tout ça va fonctionner en système, voire en système de système, et complètement interconnecté. Alors le quand, je vous dis, c'est déjà parti. Nous n'en sommes pas encore à un niveau de maturité, comme on peut l'imaginer, ce que fait par exemple le F-35 américain en termes de connectivité. Pour autant, le dernier standard du Rafale, qui connaît un petit peu mieux l'interrogateur, tend vers ces capacités, et son successeur le sera nécessairement, donc à travers le programme SCAF européen en l'occurrence. Donc cette connectivité est en marche, et il n'y a aucune raison que ça ralentisse et que ça ne fonctionne pas dans le sens comment dire, développement, après à hauteur des investissements qu'on y consacrera. Sur le deuxième champ, le multidomaine, c'est une autre question à mon sens, l'intégration des opérations spatiales dans les opérations traditionnelles air, terre et mer, voire cyber, et bien là aussi, le processus est en route de construction, de coordination avec l'état-major des armées. C'est pour cette raison aussi que le CDE a été créé, pour présenter une sorte de force de frappe dans le domaine spatial, pour faire valoir le domaine spatial, justement le champ de conflictualité spatiale et les opportunités que ça présente en termes d'action. En fait, plus pour nous, quand on parle d'espace vers l'espace, on parle de défense active. Mais la conjugaison de tout ça, eh bien, c'est en train de monter en puissance. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Une fois de plus, c'est à hauteur des moyens qui sont les nôtres. Et je pense qu'on arrivera à des choses fort intéressantes, notamment entre l'espace et le cyber. Alors, je profite de cette réponse pour signaler que l'IESD publiera très bientôt une note de recherche consacrée à la cybersécurité du spatial, signée Benoît Wagner, qui est chercheur à l'EHESS. Vous pourrez télécharger cette note sur le site de l'IESD qui est hébergé sur la page Lyon 3. Je prolonge cette question sur la suggestion de Prodromos Peios, qui nous dit bonsoir de Grèce et qui nous demande si les opérations navales seront impactées également, parce qu'on parle beaucoup de spatial et d'aérien, de puissance aérienne, mais il y a aussi la dimension navale qui intéresse donc aussi nos amis grecs. Pardon. Eh bien, je remercie beaucoup notre ami de Grèce de nous poser cette question, mais la réponse est la même que pour l'aérien. Les bâtiments de guerre sont déjà connectés au spatial, sont déjà connectés entre eux grâce au spatial, et tout ça va avancer dans un niveau de latence. En fait, ce qu'on recherche, c'est à diminuer la latence, quel que soit le récepteur, que ce soit un navire, un avion ou un fantassin, diminuer la latence et que l'information soit la plus fraîche possible, la plus récente possible. Donc tout ça, on y va. Et puis, c'est même plus les bateaux à l'espace, c'est tous les mobiles qui vont dialoguer entre eux grâce à l'espace et via l'espace, mais pas que l'espace, pas nécessairement. Et puis, vous savez, sur les bâtiments civils de marine marchande, les bâtiments de guerre, l'AIS, qui permet de positionner, d'identifier les bateaux, se reçoit aussi par l'espace et toutes les informations circulent via du satellite. Oui.
Il me semble que le GPS provient d'une technologie maritime à la base. Ouais. Donc, le spatial et le naval sont interconnectés depuis l'origine. Alors, une question de Yann à présent. Y a-t-il une ambition hors OTAN dans le domaine antimissile, par exemple de détection depuis l'espace et de partage des données via C2? Alors, il y a un projet européen. Oui. Vas-y, attaque. Eh bien, la réponse est oui, et notamment, nous avons, il était question d'Europe de la défense tout à l'heure, nous menons des projets de cette nature-là dans le cadre européen, et qui visent donc à nous doter aussi d'une capacité dans ce domaine-là, capacité qu'à ce stade, nous n'avons pas. Tu veux ajouter quelque chose? Non, c'est ça. J'ai rien à ajouter de plus. J'étais un petit peu gêné pour ce qu'on pouvait en dire. Mais si je reviens de façon un peu plus macro, effectivement, partage de données via un C2, pas forcément commun, hein, plutôt interopérable, des C2 interopérables entre les alliés, pas que européens en l'occurrence. Hors OTAN, oui, tout à fait. Oui, tout à fait, on est sur cette voie-là. Ensuite, les services qu'ils fourniront dans le domaine antimissile ou autre, je pense qu'ils seront de nature assez variée. alors, une question d'Amaury Dufay, qui est un ancien étudiant de Lyon 3 qui est très actif dans le domaine spatial. Alors, bonsoir et un grand merci pour ces interventions très intéressantes. Question sur les nations Challenger dans le domaine spatial militaire aujourd'hui. Dans quelle mesure arrive-t-on à jauger les capacités russes et chinoises dans le domaine spatial? Que ce soit oui ou non, sait-on laquelle de ces deux nations est la plus avancée? La Russie semble isolée aujourd'hui sur la scène spatiale internationale, avec la perte du monopole d'accès à l'ISS, par exemple. Peut-on alors imaginer une convergence entre la Russie et la Chine dans le domaine spatial militaire? Et si oui, sur quel projet particulier? Donc, une question un peu longue, je pense que vous pouvez synthétiser en une réponse unique. Alors, je veux bien commencer à répondre et Guilhem va compléter sur la partie plus stratégique et politique. Nos compétiteurs, alors chinois et russes, sans surprise, sont d'un haut niveau technologique. Mais là où je voudrais d'abord insister avant de répondre complètement, c'est qu'une fois de plus, on ne voit pas tout ce qui se passe dans l'espace, vu l'immensité du domaine d'opération. On ne voit pas tout, et puis sciemment, nos compétiteurs font des opérations un peu plus discrètes dans des coins de l'espace où on saura après ou a posteriori ce qu'il a pu se passer. Alors, tant les Russes que les Chinois, mais citons aussi les Indiens, puis d'autres nations également, ont des capacités fort intéressantes avec chacun leur particularisme et leur niveau de technologie qui est un petit peu différent. Je pense que je m'arrêterai là. Je n'irai pas plus loin dans le détail. Oui, simplement pour ajouter, alors le terme de convergence est peut-être approprié. En tout cas, je ne dirais pas davantage. Ce qu'on constate, c'est que Russie et Chine travaillent effectivement main dans la main. Je vous en parlais tout à l'heure, dans les enceintes internationales pour porter des projets d'interdiction de déploiement d'armes dans l'espace, termes qui en soi sont très problématiques. Et ce sont aussi deux pays, et là aussi c'était un petit peu mentionné en creux, qui n'ont peut-être pas la même conception que nous de la force que peut avoir le concept d'alliance. Donc, alors, je ne sais pas si vous entendez toujours les intervenants, mais j'ai une petite rupture de... Et pour compléter ce que vient de dire Guilhem, la perte du monopole d'accès à l'ISS, je pense que ce n'est pas très grave. Hein. Je ne suis pas certain, je ne pense pas que ça les ait beaucoup chagrinés. C'est une rente qui disparaît en fait, mais bon. Certes. Alors, une question maintenant de Mathieu. Vous avez beaucoup de questions. On voit que ces interventions ont suscité un véritable intérêt du public. Au regard de la concurrence accrue dans l'espace sur l'ensemble des domaines, donc industriel, exploration, activité de surveillance, la revue ou l'ouverture de discussions, de traités afférents à l'activité spatiale peut-elle être pertinente à l'échelle mondiale dans les prochaines années? Donc, la question sur la révision des traités actuellement régissant l'usage du spatial.
Je vais prendre la question. J'ai envie de dire, dans un monde idéal, peut-être. Malheureusement, nous sommes dans un moment, et j'en parlais tout à l'heure en vous faisant un petit peu l'énumération des grandes tensions internationales, également le fait que les relations entre les grands acteurs, donc ceux qui comptent, hein, qui pèsent aussi, sont assez dégradées. Je juge que ce n'est pas très, très probable. J'ajouterais, est-ce dans notre intérêt que d'ouvrir des traités, notamment le premier d'entre eux, hein, le traité de l'espace de 67, qui, dès lors qu'on les ouvre, on ne sait évidemment pas dans quoi on s'engage. Et par ailleurs, j'ajouterais, le traité de l'espace convient à beaucoup de monde. Et là aussi, je ne pense pas que les grands acteurs y trouveraient intérêt à le rouvrir. J'ajouterais, par ailleurs, voilà, cette réponse, il ne faut pas l'envisager de manière fermée. Alors, il y a des nouveaux projets de juridiquement contraignants qui sont portés notamment par la Russie et la Chine, je vous en parlais, mais qui sont problématiques. Et les projets que nous, la France, portons notamment, eh c'est d'estimer que plutôt que d'en s'engager dans quelque chose de très compliqué, de très incertain, et pas forcément très réaliste compte tenu de la situation géopolitique actuelle, peut-être faut-il travailler sur des solutions, on va dire, pragmatiques, concrètes, qui sont applicables dès maintenant. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure les normes de comportement, où l'objectif est donc néanmoins de penser une espèce de sécurité collective, pour parler très rapidement, et dans des temps beaucoup plus rapides, et pour répondre donc à l'urgence et aux défis immédiats. Voilà. Alors, merci beaucoup. Une question de Damien à présent. Concrètement, en quoi consistera le futur centre d'excellence spatiale de l'OTAN basé à Toulouse? Et quel retour peut-on espérer pour le CDE? Toulouse, un futur Houston européen? Ah oui, j'ai envie de dire oui, oui. Oui, oui. Alors, à quoi ça va ressembler? Alors, un centre d'excellence otanien, c'est un endroit où on fait de la doctrine, on fait du concept, on fait de la formation, certes, mais c'est plutôt à base de séminaires, en fait, c'est un think tank du domaine spatial militaire. Voilà ce que ça va être. Un format de l'ordre de 40-50 personnes avec un bon tiers d'étrangers installés à Toulouse. Et qu'est-ce qu'on y cherche? C'est une fois de plus la synergie avec l'écosystème complet, dont le CDE. Donc le retour sera fort intéressant vis-à-vis de cette puissance de pensée, cette puissance de réflexion qui va être à nos côtés, que nous alimenterons, mais également qui va alimenter nos propres travaux sur le plan national. Donc nous sommes très heureux de la décision de l'OTAN d'avoir l'implantation en France de ce centre d'excellence otanien de l'espace. Et nous y attelons fermement parce que nous avons une feuille de route fort tendue. Et j'ajouterais juste peut-être, la question effectivement est extrêmement d'actualité puisque la décision est très récente. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'elle a lieu dans un contexte qui est où l'OTAN essaie de s'approprier le sujet spatial, où l'OTAN a déclaré l'espace comme domaine opérationnel. Et vous comprenez donc aussi pourquoi la France a jugé opportun de poser une candidature et d'essayer, fort de la stratégie spatiale de défense, fort de la création du CDE, que d'influencer, que de rayonner et d'aider nos alliés à monter en puissance sur ce sujet. Alors, une question qui nous vient d'un officier du CDAOA à présent, qui concerne la coopération avec l'armée de l'air. Le général Lavigne, à l'occasion du colloque des 30 ans de la puissance aérienne au CESA, a déclaré qu'à l'image du Rafale, les prochains satellites seront multirôles. Quelles fonctions seront agrégées dans les prochains satellites? Alors, je ne souhaite pas les détailler. Pour autant, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a les fonctions qui vont permettre de réaliser ces opérations d'action dans l'espace ou de défense active. Eh bien, c'est ça qui va être, quand on parle de multirôle, au même titre que le Rafale. On ne sera pas au même niveau de polyvalence qu'un avion de chasse. On y viendra un jour, hein, très, très certainement, mais pour répondre complètement à la question, un satellite simplement d'observation ou simplement de SATCOM ne fera plus que ça. Il fera d'autres choses qui permettront notamment de le protéger de toute action tiers à son égard. Très bien. Alors, une dernière question, puisque là, je vois que le nombre se tarit un petit peu et nous allons ne pas abuser de votre temps. Bonsoir. Une question d'Emma, qui est une de nos étudiantes. Pensez-vous que l'initiative Opération spatiale interalliée pourrait réellement jouer un rôle face aux futures tensions qui ont été évoquées? Comment, si tu veux? Alors, on doit parler de CSPO, c'est ça? Voilà, exactement, oui. Alors, oui.
la Combined Space Operation. Alors, une fois de plus, elle est peut-être un peu mal nommée, cette initiative, parce que ce n'est pas une opération, en l'occurrence. C'est une initiative sous lead américain où vous avez les 7 nations qu'on qualifie de Five Eyes qui participent. Donc, comprend Amérique, Australie, Nouvelle-Zélande, Canada et Angleterre, plus 2 autres, l'Allemagne et nous. Donc, à 7 nations, nous réfléchissons sous différents sujets prospectifs, mais néanmoins qui ne sont pas, comment dire, à échéance très éloignée, mais différents sujets dans le domaine des opérations, dans le domaine du développement capacitaire, dans le domaine de la politique et du cadre juridique, et enfin dans le domaine du renseignement. Donc cette initiative permet d'avancer à 7 nations comment dire, qui comptent dans le monde occidental pour l'espace, et qui, c'est pour ça que je pense à ce que j'ai dit tout à l'heure, et qui justement voient, par exemple dans le domaine opérationnel, les voies pour que nos centres de commandement et de contrôle soient interopérables et non pas intégrés. J'ai parlé également du standard de la donnée, c'est un enjeu fort, tant dans le champ commercial que militaire. Donc, arriver à un standard partagé de la donnée pour le monde occidental, je pense que c'est une belle initiative et c'est par ici qu'il faut passer. Alors, j'ajouterais, oui, parce qu'il était question des tensions futures, je pense que les mots importants qu'il faut retenir lorsqu'on dit CSPO, donc interopérabilité, tu l'as mentionné, je pense résilience aussi est un terme important. Et l'idée aussi, alors parce qu'il y a aussi un groupe de travail sur les enjeux plus politico-juridiques, on va dire, c'est aussi de partager une compréhension commune et de réfléchir à des pistes ensemble. Et dont je vous parlais de nombre de comportements, ça fait partie des sujets qui sont évidemment à l'ordre du jour et sur lesquels nous avons une convergence avec nos alliés. Et ça sera aussi le cas dans le cadre de l'initiative, la résolution aux Nations Unies dont je vous parlais aussi tout à l'heure. Voilà. Alors, merci beaucoup. Désolé, on ne peut pas prendre toutes les questions. J'en reçois beaucoup sur le chat et en privé, mais je pense que nos intervenants ont largement joué le jeu des questions-réponses. C'est donc pour moi l'occasion de les remercier vivement d'avoir bien voulu participer ce soir. J'espère que l'IUSD aura l'occasion d'accueillir à nouveau les personnes chargées du militaire spatial, tant de la DGRIS que du CDE. Merci beaucoup à tous. Peut-être un mot pour conclure, messieurs, Monsieur Pénin ou Colonel Christophe? Écoutez, merci, c'était un plaisir. Et bravo pour les questions qui étaient effectivement très intéressantes et très challenging. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir écoutés tardivement ce soir. Sachez que ça n'est pas un effort pour ce qui me concerne, ni le CDE. Nous avons un devoir de communication, un devoir d'expliquer ce qu'on fait et pour susciter des vocations. Donc, jeunes gens, rejoignez-nous, nous embauchons. Très bien, je pense que cette dernière précision ne tombera pas dans l'oreille de sourd. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne soirée à tous et vous dis à bientôt pour la prochaine conférence de l'IUSD. Merci et bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir.